Et puis pour Jean-Dominique Michel, il nous est apparu que c'était lui qui avait le regard, il me semble, le plus systémique sur la crise, la capacité à raconter ou à recontextualiser plus globalement dans le système de corruption généralisé, quoi, hein, politique, médiatique, du système de santé, etc. Je ne sais pas, Vincent, si tu veux. Et puis Jean-Dominique Michel, bon, comme le dirait, enfin moi j'ai pas grand-chose à ajouter. Il a un regard justement qui est capable d'aller de la science assez dur parce qu'il fait beaucoup de surveillance épidémiologique, d'articles. Il a un fond de référence dans des journaux scientifiques, médicaux qui est très impressionnante et il est capable de relier tout ça jusqu'à l'anthropologie de la santé qui est effectivement son domaine spécialisé. C'est quelqu'un qui est très très bien informé, qui a une vision très claire. Par exemple, la première fois que j'entends le mot syndémie, c'est avec Jean-Dominique Michel. Alors, je ne sais pas si lui-même le tire d'ailleurs, peu importe, mais en fait, c'est lui le premier au CSI justement qui va l'expliquer très clairement. Et pour moi, ça devient effectivement une sorte d'évidence, mais encore faut-il le nommer. Et Jean-Dominique Michel a cette clarté justement dans la conceptualisation qui fait que je pense que c'était le premier à pouvoir relire notre travail, le remettre en perspective et en faire une préface donc qui soit effectivement tout à fait pertinente, ce qu'il a fait très brillamment et je vous en remercie. Alors, justement, j'aimerais revenir sur un petit peu de sa préface parce que je la trouve vraiment magnifique et très, très, très juste. Il parle d'une crise sanitaire qui est le symbole de la déliquescence de notre civilisation et il n'est pas avare en éloge par rapport à votre travail, hein. Il explique que l'ouvrage d'Ariane et Vincent est somptueux d'intelligence, mettant à profit ce qui constitue à mes yeux le meilleur de leur discipline. Le docteur en psychopathologie et le mathématicien-chercheur dénudent et dissèquent la bête de l'événement, annoncé avec une jouissance ambiguë par Emmanuel Macron le 14 avril 2020. Leur travail est en quelque sorte symphonique, mobilisant les différents instruments et registres de la compréhension. Les auteurs visitent avec fulgurance et avec une généreuse rigueur l'idiosyncrasie de la dérive en cours et ce qu'elle dit de notre monde. Psychologie, mathématiques, épistémologie, logique, philosophie, sciences sociales, histoire, sociologie des religions, linguistique, philologie, sémantique sont mises au service de l'analyse qui dévoile les fondements du déferlement totalitaire dans lequel nous sommes emportés et désormais fort clos, au sens juridique, dépouillés des droits que nous avions. Donc, il parle justement de cette phrase. J'aimerais revenir dessus avec vous parce que c'est très intéressant. Moi, elle me choque. Je pense qu'elle a posé question à beaucoup de gens. Cette phrase d'Emmanuel Macron qui parle de la bête de l'événement qui est là et qui arrive. Justement, par rapport à comment vous avez reçu cette information et qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase du président de la République en exercice ? Bon, je vais y aller. Je sais pas, je pense qu'il a un regard tout à fait curieux à ce moment-là, très, très inquiétant, enfin, moi qui me fait peur. Et je crois qu'il y a quelque chose d'une sorte de prophétie messianique qui est proférée à ce moment-là, qui est sans doute en rapport avec, je sais rien, avec la Bible, avec une idéologie qu'il y a derrière de type religieux. C'est très curieux. C'est très curieux. Oui, je vais rebondir là-dessus également. On sent derrière qu'il y a une ingénierie sociale qui va manipuler le langage. C'est ça. Bon, Macron lui-même ne dit jamais rien de personnel, de réfléchi qui viendrait de sa culture ou de. Enfin bon, voilà. Donc, en sortant cette phrase qui veut pas dire grand-chose, effectivement, enfin qui est un peu bizarre. Je crois que le plus important, c'est de retenir la bête, en fait. Bon, on pense à la bête, c'est la bête du Gévaudan, c'est la menace mortelle, invisible, qui va arriver, mais on ne sait pas très bien, en fait, et je crois que ça fait partie justement de la manipulation de la langue, c'est d'utiliser des mots, en fait, qui ne veulent pas dire grand-chose, qui sont propices à l'imagination et à la peur de chacun. Bon, la bête, c'est la bête qu'il y a dans le placard, c'est la bête effectivement qui est menaçante. Donc bon, c'est quelque chose d'assez pathétique d'abord et qui montre bien qu'on est dans une narration, voilà,
qui cherche à susciter l'imagination, justement, plus que la science, les faits. Et alors après, ils essaieront de dire qu'on peut douter de tout sauf des chiffres qui manipulent à loisir. Mais voilà, dans un premier temps, c'est cette idée. Peut-être qu'on essaie de rendre l'invisible visible. Effectivement, bon, le virus est invisible, et d'ailleurs, en fait, l'épidémie, au fond, statistiquement, est invisible. C'est ça le travail de Toubiana, Mukieli, Pierre Chaillot au CSI, auquel j'ai contribué également sur les statistiques de mortalité. Donc voilà, il faut essayer au moins de la rendre concrète dans l'imaginaire. Et c'est sûrement à ça que doit servir ce langage. Et en fait, toute cette manipulation du langage sert effectivement à raconter des fadaises et à rendre des choses effrayantes, alors qu'en fait, justement, il n'y avait rien d'effrayant. Donc, il a fallu changer tout le vocabulaire. Voilà. La bête, ça peut être aussi quelque chose qui est mis à la place de la grippe. Hein. On a dit avec Ariane et dans le livre, avait vraiment repéré énormément de mots nouveaux dans le vocabulaire pour essayer de faire en sorte que quelque chose qui est banal, en fait, c'est un syndrome respiratoire grippal avec un taux de létalité tout à fait même assez faible. Hein, et, aujourd'hui, on l'évalue à 0,1%, 1 pour 1000, c'est vraiment dans les standards de la grippe. On peut rappeler celui de la grippe en comparaison? Oui, bah c'est de cet ordre-là, c'est l'ordre de 2 pour 1000. Oui, 2 pour 1000, 3 pour 1000, ça dépend, voilà, c'est moyen. Disons que c'est entre 0,2% et 0,5% en général. Et le virus du Covid, alors non soigné, il est peut-être à 0,5, et puis quand il est soigné, il tombe à 0,1, quoi. Donc ça veut dire que par rapport effectivement à une grippe, on est tout à fait dans les standards, dans les modes de transmission sans doute également. Enfin, il y a rien de nouveau, mais donc voilà, il faut inventer des choses. Donc la bête de l'événement, voilà, c'est quelque chose qui doit nous faire peur. Et justement, la manipulation du langage commence quand on veut effacer de ce langage l'histoire qu'il contient. Les virus, c'est banal, les virus respiratoires, c'est banal, mourir d'une grippe, c'est banal. Mais il faut réinventer tout ça pour faire comme si c'était complètement nouveau, donc faire du passé table rase. Et quelque part, bon, c'est le slogan de tous les totalitarismes hein, qui cherchent à tout réinterpréter à l'aune d'un nouveau paradigme, comme disait Ariane. Et c'est ça, en fait, je crois qu'il essaie de s'inventer, alors bêtement, parce que derrière la bête de l'événement, je pense qu'il y a McKinsey, il y a les conseillers en communication des grands groupes privés, en fait, qui cherchent à inventer des histoires, des formulations, qui seront repris d'ailleurs dans les journaux. Le Monde va faire un article sur la bête de l'événement, le fait que ça a été quelque chose qui a inondé les réseaux sociaux. Et donc voilà, on fait parler, mais de rien. On fait parler de rien et on invente des histoires à dormir debout. Après, moi, ce qui m'a inquiété un peu, c'est qu'en fait, il y a aussi une lecture un peu plus, voilà, un peu plus ésotérique, un peu plus biblique de la bête de l'événement. Je pense que c'est important d'en avoir conscience. Après, moi, c'est plutôt mon point de vue, avec ce regard un petit peu illuminé qu'il a à ce moment-là. Bon, après, on ne saura pas, de toute façon, je pense qu'aucun journaliste lui posera la question, donc on ne saura pas exactement ce qu'il a voulu dire par là. En tout cas, je vous remercie d'avoir précisé votre avis là-dessus. Vous parlez de garde-fous juste avant le chapitre 1. Vous en parlez avant le chapitre 1, vous en parlez aussi à la fin, en conclusion. Vous expliquez que les garde-fous au sens propre, dont le doute, la prudence, la recherche de cohérence et la validation du raisonnement par l'expérience sont nécessaires afin de ne pas tordre le réel par un raisonnement que l'on souhaite lui imposer. L'objectif de notre analyse, vous écrivez, est donc précisément de réintroduire ces garde-fous en étudiant les dérives présentes dans le traitement des données mathématiques de l'épidémie du Covid, mais aussi dans la récupération politique qui a pu en être faite. Donc là, c'est vraiment la raison, l'essence même de ce livre. C'est bien ça, hein, ces garde-fous. Oui, ce sont des garde-fous rationnels qu'on a voulu absolument réintroduire et qui sont absolument nécessaires pour parler de science.